Bonjour, je m'appelle Eugénie Romand. Je travaille à l'Université de Bretagne occidentale, qui est située à Brest, mais j'ai un poste de Prague à l'IUT de Quimper, mais j'enseigne également à l'INSPE et à l'Université de Brest. J'ai des enseignements divers et variés. J'enseigne la traduction en master MEF, la littérature espagnole en master MEF et sinon plus de l'espagnol appliqué au monde de l'entreprise à l'UT et de la traduction aussi à l'université en licence. Mon poste actuel est un poste de Prague et ma spécialité, c'est la littérature espagnole contemporaine. En effet, j'ai fait une thèse sur Soledad Puertolas qui s'intitule Le je ne sais quoi et le presque rien dans l'œuvre de Soledad Puertolas. Donc un titre emprunté à Jean Kelevitch, dont je parlerai un peu plus tard. J'ai soutenu cette thèse en 2009, en novembre 2009, à l'université de Lille 3. Je suis lilloise à la base, bretonne d'adoption. Et ma directrice de thèse s'appelle toujours Danielle Miglos. Merci beaucoup, Eugénie, pour cette présentation. Donc, on va passer à la première question. Votre thèse a-t-elle été l'aboutissement d'un parcours traditionnel, licence, master, doctorat, ou d'un parcours plus singulier? Alors, en fait, cette réponse est déjà multiple parce que en fait, un parcours traditionnel entre guillemets, puisque j'ai obtenu le CAPES et ensuite poursuivi mes études. Donc, en fait, j'ai fait mon DEA, enfin même ma maîtrise, je suis en train de réfléchir. J'ai fait ma maîtrise, mon DEA et mon doctorat en étant enseignante dans le secondaire. Donc, c'est D'accord. pas tout à fait traditionnel. C'est assez singulier malgré tout. Voilà. Et est-ce que vous pouvez revenir justement sur les mémoires que vous avez fait en maîtrise et en DEA? Alors, Sur quoi oui, ils portaient? de toute façon, j'allais en parler puisque c'est forcément ça qui m'a amené à cette thèse. J'ai fait ma maîtrise sur Carmen Martín Gaité, le roman qui s'appelle Caperucita en Manhattan. Et parce que j'étais très intéressée par la réécriture moderne de contes de fées. Et j'ai lu toute l'œuvre de Carmen Martín Gaité. J'étais très passionnée par son œuvre d'ailleurs. Mais le souci, entre guillemets, que j'ai eu, c'est que j'ai déposé mon sujet et elle est décédée, je crois, 2 semaines après, quelque chose comme ça. Et donc, en fait, donc j'ai fait ma maîtrise sans problème, mais l'année suivante, on en a parlé avec ma directrice de thèse et on a dit, en fait, maintenant qu'elle est décédée, tout le monde va travailler sur elle. Et moi, je n'aurai pas le temps d'arriver jusqu'à la thèse que tout le monde aura fait ce qu'il fallait faire. D'ailleurs, ça s'est produit, hein, entre parenthèses. Et donc, il a fallu changer. Moi, je pensais qu'il fallait changer et ma directrice de thèse était d'accord aussi. Et donc, le DEA, je l'ai fait sur l'œuvre de Soledad Puertolas déjà parce que, en fait, quand Carmen Martín Gaité est décédée, Soledad Puertolas avait écrit un discours qui m'avait beaucoup ému. Et donc, je me suis dit, ça a l'air pas mal, son œuvre, etc. En fait, je recherchais au départ un peu Carmen Martín Gaité chez Soledad Puertolas. Bon, ce qui ne s'est pas du tout produit parce que leurs œuvres sont très, très, très différentes. Mais c'est vrai que c'est quand même Carmen Martín Gaité qui m'a amené à Soledad Puertolas. Ça s'est fait quand même. Il y, a, il y avait des traces et ça m'a mené jusqu'à Soledad Puertolas. Mais c'est très intéressant ce que vous dites dans ce cheminement en fait que vous avez de vouloir retrouver une auteure chez une autre et dans les conditions que sont celles de la recherche, que ce soit au niveau des mémoires ou de la thèse, de chercher à produire de l'inédit et à justement de passer
de cet auteur qui décède à une autre qui est en vie. Et ce sera notamment une des questions par la suite, et on peut directement passer à l'autre. Si justement le fait de savoir que Soledad Puertola était en vie et était donc accessible peut-être pour vos Oui. recherches a aussi joué dans votre processus de thèse. Donc justement, est-ce que ça a été cet élément, l'un des éléments déclencheurs qui ont motivé le sujet de votre thèse? Bah, c'est-à-dire que je voulais travailler sur quelque chose d'inédit, effectivement. Et donc, bah, c'est vrai que déjà travailler sur les femmes, c'est déjà un combat en soi. Mais travailler sur les femmes vivantes, c'est c'est encore autre chose. Et c'est vrai que, enfin, pour moi, au départ, c'était quelque chose de très important. Par la suite, ça s'est avéré étrange parce que je suis rentrée en contact assez vite avec Soledad Puertolas et on a correspondu très très tôt parce que j'ai fait son site web à partir de 2002, je pense. Et donc, en fait, j'avais écrit à son éditeur qui avait transmis mon courrier, elle m'a répondu, etc. Donc, ce qui est très bizarre quand on est français parce que je trouve que les écrivains espagnols sont très accessibles. Et donc, moi, en fait, ça m'a fait très, très peur. En fait, on s'écrivait jusque-là, tout allait très bien, enfin, on s'envoyait des mails. Et un jour, elle m'a dit bah, j'aimerais bien te rencontrer. Et en fait, ça a été très bizarre parce que c'était elle qui voulait me rencontrer et moi qui ne voulais pas la rencontrer. Donc, il y a eu toute cette. Ça a été assez long. Hein. On s'est écrit pendant 5 ans, je pense, sans se voir. Parce que moi, je trouvais toujours une excuse pour ne pas la voir. Enfin, je me disais, non, non, je vais la rencontrer, elle va dire c'est la petite française un peu bizarre qui travaille sur moi. Et, et en fait, un jour, elle m'a dit, je dois aller en Suède, j'ai peur. Et c'était les vacances de la Toussaint pour moi, comme j'étais enseignante de secondaire. Donc, je me suis dit, elle a peur parce que, en fait, bon, on en parlera ensuite, mais Soledad Puertola, c'est une personne qui voyage beaucoup, qui a beaucoup voyagé, mais elle est très stressée par le voyage. Et ça, c'est une constante aussi bien dans son écriture que dans sa vie. Donc, elle m'a dit, j'ai peur. En plus, elle y allait seule parce que souvent, elle voyage avec son mari. Et donc là, j'ai dit, ben, si elle a peur, je vais y aller. Et donc, et donc je suis partie en Suède la rencontrer. C'était complètement improbable. Et c'est vrai que comme elle avait peur, du coup, moi, j'avais plus peur. Enfin, il s'est produit un espèce d'échange. Et c'est vrai que bah, du coup, c'était drôle parce que moi, j'avais jamais mis les pieds en Suède. Et pourtant, j'étais avec elle et je la guidais en Suède alors que je connaissais pas mieux qu'elle la Suède concrètement. Mais enfin voilà, c'était magique, complètement bizarre, mais c'est un peu une caractéristique de cette recherche de toute façon. Et c'est vrai que votre témoignage, avec cette anecdote, reflète bien la peur du doctorant, souvent, de se retrouver face à son colosse, à son auteur. Et justement, j'avais une question. Vous avez parlé de la difficulté de travailler sur des corpus d'auteurs femmes, et notamment des femmes en vie. Et pourquoi vous vous êtes décanté plutôt sur un travail de l'œuvre d'une auteure plutôt que d'un corpus de différentes auteurs? Bah, en fait, c'est une question qui ne s'est pas vraiment posée à moi parce que enfin, j'ai d'abord réfléchi beaucoup. Je savais que je voulais faire de la recherche. Enfin, je savais et on m'a aidé aussi à le savoir. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de... On a ça en soi, je pense, mais il y a aussi des enseignants qui nous éclairent un peu là-dessus. Et donc, moi, au départ, j'hésitais en fait entre travailler sur la littérature classique ou la littérature moderne. Et c'était parce qu'en plus, j'ai fait des études de lettres classiques, donc il y avait toute une réflexion là-dessus. Et je me disais, ben, le problème de la littérature classique, c'est que ben, tout va être fait. Maintenant que je suis chercheuse, je trouve ça complètement stupide comme réflexion, mais je veux dire, à l'époque, ça me semblait vraiment évident. Et je me disais, ben, je ne vais rien apporter. Si je fais de la littérature classique, je ne vais rien apporter. Donc, ben, faut peut-être se diriger vers autre chose. Et c'est vrai que les contes de fées sont aussi un univers qui m'a toujours attiré. Donc, ben, en fait, Caperucita in Manhattan, ça m'a été proposé par ma directrice de thèse qui m'a dit
bah, si vous voulez travailler sur des réécritures de contes, il y a ce livre, il est pas mal. Et donc, bah, ça m'est un peu tombé dessus, j'ai envie de dire, même si je pense a posteriori que pas du tout, mais, mais à l'époque, j'avais l'impression que bah, c'était pas vraiment mon choix, en fait. Voilà, de travailler sur les femmes. Enfin, en plus, ma directrice de thèse, qui travaillait aussi sur les femmes, m'avait dit au départ, attention, vous voulez travailler sur les femmes, réfléchissez bien parce que ça va complètement changer votre relation à votre mère. Donc, est-ce que vous voulez le faire ou pas? Et enfin, moi, je voyais même pas, enfin, ça me dépassait complètement, quoi. Je lui dis, bah oui, moi, ce livre m'intéresse, je veux le faire. Et c'est vrai que ensuite, enfin, même en tant que femme, ça pose beaucoup de questions, en fait. Enfin, je pense qu'en tant qu'homme aussi, mais mon expérience en tant que femme, finalement, ça fait travailler sur les femmes, ça nous met aussi dans un espace particulier de la recherche. Et, euh, et moi, comme Soledad Puertolas, et ça c'est complètement un hasard, enfin, on est toutes les deux, on ne veut pas vraiment être dans cet espace, même si ben, c'est quelque part c'est un peu normal d'être, enfin, qu'on mette tous les gens qui étudient les femmes ensemble. Et d'ailleurs, j'ai participé pendant très longtemps au colloque Gradiva Traverse de Michel Ramon et qui travaillait sur les femmes et ça m'a beaucoup apporté. Mais c'est vrai que moi, ça me gêne et Soledad Puertolas, ça la gêne aussi de s'intéresser à son œuvre que quand on dit, bah, allez, on va rajouter une femme. Et d'ailleurs, enfin, elle a été plus loin que moi, vu que son premier roman, elle l'a publié sous un pseudonyme masculin. Et D'accord. son écriture, d'ailleurs, c'est pour ça que je ne retrouvais pas ma Carmen Martin Gaité, parce que maintenant, dans ses derniers écrits, elle est beaucoup plus proche de Carmen Martin Gaité, dans le sens où elle assume la personne qu'elle est. Mais dans son premier écrit, en fait, elle ne voulait pas que transparaisse sa nature féminine. Et donc, en fait, c'est très, très froid. Le premier texte qu'elle a écrit, El bandido doblemente armado, c'est vraiment, on est incapable de dire qui a écrit ce texte à la lecture. Et moi, du coup, quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, waouh, mais c'est pas du tout ça que j'étais venue chercher. Enfin, moi, j'ai plutôt travaillé sur Bourdeos, mais c'est un peu le même, c'est un peu la même appréciation, enfin la même écriture. Et maintenant, ça a vraiment, vraiment changé. Son écriture a vraiment évolué et elle l'explique en disant que c'est ben, à partir de la mort de sa mère, de toute façon, elle a fait et une biographie et un roman à ce propos. Son œuvre a changé et son écriture a changé. D'accord. Et justement, maintenant qu'on parle de cette ambivalence de l'œuvre de Soledad Puertolas, pouvez-vous nous dire en quelques phrases ce qu'à l'époque de votre thèse, vous avez cherché à démontrer? Autrement dit, quelle était votre thèse? Ben, en fait, comme le titre de Jean Kelevitch dont je me suis servi l'indique, moi je voulais montrer que Soledad Puertolas écrit plusieurs types de textes. Donc elle écrit ce qu'elle appelle des contes. Enfin, des fois elle dit cuentos, d'autres fois relatos, et c'est vrai que on ne peut pas tous les appeler cuentos, mais bon, c'est souvent sa façon de les aborder. Et après, elle écrit des romans et elle écrit des récits autobiographiques. Mais les récits autobiographiques qu'elle écrit ne sont jamais totalement assumés, à part Con mi madre, où là, elle reconnaît clairement que c'est elle. Sinon, il y a toujours une part fictionnelle dans l'autobiographie et une part autobiographique dans la fiction. Il y a vraiment les deux. Et donc, moi, en fait, avec ce presque rien, je ne sais quoi et le presque rien, je voulais montrer que malgré les différents genres et même les différents styles et même sujets, parce qu'elle parle, enfin, elle a un roman sur le Moyen Âge, un roman qui parle du rapport à Dieu, et elle a d'autres romans qui sont beaucoup plus terre à terre, j'ai envie de dire, qui parlent des relations des hommes et des femmes. Mais il y a quand même une structure commune et
des constantes, en fait, entre ces différents genres et aussi des constantes thématiques. Et notamment le fait que ces personnages sont toujours en train de mener une enquête. Le personnage enquête toujours. Et c'est rigolo parce que le personnage puertolien est un personnage qui ne... c'est un anti-héros. C'est vraiment le personnage lambda, c'est la personne que personne ne regarde dans la rue, etc. Mais malgré tout, cette personne enquête. Et nous, c'est ça qui nous intéresse. Et tout ce qui est, justement, tout ce qui est un peu voyant, etc., ça ne nous intéresse pas. Nous, on s'intéresse à la personne banale par excellence. Et donc, tout ça, c'est ce que je voulais prouver, il y a vraiment, et elle le dit, hein, il y a vraiment de toute façon une filiation avec Raymond Chandler, etc., qu'elle revendique, mais sauf qu'elle applique toute cette tous ces recours, elle les applique à la banalité. Donc, ça change évidemment tout. Et donc, après, donc je parle des constantes, des temps et des espaces, puisque j'ai dit, il y a des temps réels des espaces réels, mais dans ces temps et ces espaces réels, il y a toujours une part de pas, c'est pas irréel, mais il y a une part de permanent, de quelque chose qui ne bougera jamais. Et en fait, les espaces décrits, elle les nomme souvent, mais on est incapable de reconnaître quoi que ce soit. Et ça, c'est tout à fait volontaire. Et ensuite, ben, je voulais, grâce à tout cela, montrer que, bah oui, il y a des constantes, mais il y a aussi une grande diversité dans cette écriture. Et donc, dans la fin, je parle du caractère pictural de son écriture, parce que c'est vraiment une écriture imagée. Il y a beaucoup de références cinématographiques, de références à la photographie et même à la peinture. Et donc, voilà, en fait, le je ne sais quoi et le presque rien me permettaient d'aborder l'œuvre de Soledad Puertolas dans son intégralité, enfin, selon moi, et montrer son caractère un peu kaléidoscopique. C'est-à-dire, on focalise sur un récit, mais pourtant, si on cherchait vraiment bien dans ce récit qui est peut-être très court, ben, on retrouve tout. Il y a toujours tous les ingrédients, en fait. Mais on fait une recette différente, mais les ingrédients sont là. Si on fait attention, ils y sont. Et donc, c'est ça ma thèse, en fait. Et justement, en parlant de cette recette que vous trouvez dans les textes de Puertolas, vous avez cité l'inspiration du titre de votre thèse, en faisant référence à l'œuvre de Jean Kelevitch. Et donc, ma question était de savoir si, justement, en lisant les textes de votre auteur, vous aviez eu cette approche philosophique, voire métaphysique, parfois, quand vous parliez des écrits qu'elle faisait à Dieu, par exemple, de la littérature, et pour expliquer à ceux qui ne sont pas adeptes des écrits de Jean Kelevitch ce que signifiait le rien du tout et le presque rien, je ne sais quoi et le presque rien, pardon, chez ce philosophe et ce qu'il a signifié chez Puerto Las pour vous. En fait, pour Jean Kelevitch, le je ne sais quoi et le presque rien, ça parle de la futilité de la vie et bah, du fait qu'on soit tous mortels et qu'il faut prendre en compte cette caractéristique pour mener son existence, etc. Enfin, j'ai beaucoup lu Jean Kelevitch. D'ailleurs, il y a tout un moment où j'étais un petit peu partie à philosopher dans ma thèse. Enfin, c'était devenu assez compliqué. Mais c'était drôle parce que ma directrice de thèse me disait mais non, mais Eugénie, il faut redevenir vous-même parce que là, je lis Jean Kelevitch, ça va pas du tout. Et en fait, parce que moi, je trouvais que lui, il disait les choses beaucoup mieux que moi. C'était beaucoup mieux, en fait. Et donc, bah, on a toujours ce problème, je trouve, quand on écrit la thèse, c'est que on n'arrive pas à, enfin moi, en tout cas, c'était mon cas, à se trouver une légitimité. Et du coup, ben, on trouve que les idées de n'importe qui sont beaucoup mieux que les nôtres. Et donc, c'est vrai que Jean Kelevitch m'a aidé et à un moment, il m'a un peu perturbée.
Et bon, avec Soledad Puertolas, en fait, il y a beaucoup de liens entre son œuvre et l'œuvre de Jankélévitch, et notamment ce rapport à la vie. Parce que Soledad Puertolas, donc surtout dans l'œuvre où elle parle, c'est si al atardecer llegara el mensajero, où elle parle de Dieu, ce qui est très très fort parce que bon, à l'époque, personne n'écrivait sur Dieu. Enfin, les Espagnols en général verbalisent rarement, enfin maintenant beaucoup plus, mais leur rapport à Dieu. Et enfin, le Dieu dont elle nous parle, qui est aussi présent dans d'autres récits plus brefs, c'est un Dieu qui n'a rien à voir avec la religion catholique. Il n'y a jamais le mot catholique, il n'y a jamais même une allusion à la religion, ça n'existe pas. Et c'est très, 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 très fort, je trouve, parce que Soledad Puertolas, elle a eu une éducation très catholique et elle était dans des collèges religieux, etc. Et elle a complètement évincé ce caractère de son texte, et je pense que c'est très bien d'ailleurs, mais ça a dû être un grand tour de force en fait pour elle. Et donc, elle a ce lien avec Jean Plévitch à ce niveau du rapport à la mort et de. En fait, le Dieu, dans son texte, le Dieu qui existe, c'est un Dieu. Enfin, en fait, il n'y a pas un Dieu, d'ailleurs, c'est un Dieu plutôt à la manière de l'Antiquité. Parce qu'en fait, on est dans les cieux, on est avec Dieu, puis on dialogue toute la journée avec lui. C'est ce qu'on fait. Et donc, c'est ce que font les anges, etc. Et donc, il y a un ange qui va sur Terre, parce qu'en fait, dans l'histoire qu'elle raconte, euh, les hommes savent depuis la naissance quand ils vont mourir. Donc, ils savent quand ils vont mourir et dans quelles circonstances. Donc, du coup, ils peuvent en parler tranquillement. Oui, moi, je vais mourir dans 10 ans d'un arrêt cardiaque. Enfin, voilà. Et donc, lui, cet ange va sur Terre pour trouver un homme qui accepterait de ne pas savoir quand il va mourir et d'accepter de changer sa trajectoire vitale. Donc, déjà, c'est assez drôle quand même comme enfin, ma directrice de thèse se moquait toujours de moi aussi là-dessus parce que moi, j'ai toujours trouvé que Soledad Puertolas était très drôle. Et elle trouvait que Soledad Puertolas n'était pas drôle du tout. Et donc, et moi, je disais, si, c'est super drôle. Et je le pense toujours, d'ailleurs, c'est pas du tout quelqu'un de sinistre. mais mais c'est vrai que enfin, je me dis, faut y penser, quoi, de mettre en place ce postulat. Et donc, évidemment, il va sur Terre, il trouve quelqu'un qui accepte d'oublier la date de sa mort. Et comme ça, en fait, toute l'idée sous-jacente, c'est de mener une existence en profitant de la vie, évidemment, puisque si on sait qu'on peut mourir demain, on mène pas la même existence que si on se dit il me reste 40 ans, c'est bon, j'ai le temps, quoi. Et enfin, mais oui, je pense qu'il y a un très très grand lien avec Jean Plévitch qui a même écrit lui un texte philosophique sur la mort que j'ai lu et qui m'a beaucoup aussi influencé et aussi servi parce que ça m'a permis aussi d'aborder toute la période de deuil de Soledad Puertolas, le deuil de sa mère qui a été très important puisque c'est sa mère qui lui a appris à lire et donc il y avait tout un travail derrière ça, puisque sa mère lisait tous ses textes, etc. Donc ça a été vraiment très très dur pour elle, parce que quand elle écrivait avec sa mère. D'ailleurs, Mm. elle dit qu'elle écrit avec les photos de sa mère, etc. Mais c'est vrai que ça a été un traumatisme. Et après, il y a eu un deuxième temps. Et d'ailleurs, c'est le dernier roman que j'aborde dans ma thèse, c'est Cielo Nocturno. Là, en fait, elle l'a écrit parce que son père ne pouvait plus lire. Et donc ça, c'est intéressant aussi parce que, en fait, on se rend compte elle a assumé qui elle était à partir du moment où son père ne pouvait plus lire ses textes. Et donc, là, on voit beaucoup plus que dans ma propre trajectoire, on voit finalement qu'elle était, elle s'auto-censurait finalement dans son Mm. écriture. Et elle s'est, je ne sais plus pourquoi je parlais de ça, mais elle s'est libérée complètement. Elle m'a dit, j'ai pu écrire ce texte car je sais que mon père ne pourra pas le lire.
Et D'accord, oui. Ce qui est un changement radical, j'imagine, dans la manière d'aborder son écriture et son œuvre, quoi. Et justement, vous parliez donc de cette banalité présente chez Puerto Las, j'imagine dans les thèmes, j'imagine dans les lieux, les espaces, le temps, les personnages peut-être. Mais par rapport à ce que vous venez de dire, le parcours, son parcours de vie et son parcours d'écriture, le changement avec le décès de sa mère, est-ce qu'il y a aussi, vous avez aussi remarqué au niveau plutôt métalittéraire, une banalisation de l'écriture, une désacralisation, ou est-ce que elle a toujours entretenu ce côté sacré de l'écriture et de son œuvre, notamment peut-être dans la relation avec sa mère. c'est compliqué cette question. Si est-ce que si c'est juste une intuition, mais est-ce que en fait ce presque rien, elle le considère aussi dans son œuvre? Si vous avez eu l'occasion d'en parler avec elle? Enfin, en fait, je pense enfin, c'est même pas une sacralisation ou pas de l'écriture, c'est que Soledad Puertolas, elle écrit. Elle est toujours en train d'écrire, de toute façon. Là, il y a un texte quartetto là, qui vient de sortir, c'est fin novembre. Et elle est toujours en train d'écrire, mais c'est un besoin vital, de toute façon. C'est en elle, en fait. Elle a besoin d'écrire. Et ça n'est jamais arrivé que je la vois et qu'elle me dise j'écris rien. Toujours, elle est en train d'écrire quelque chose. Et il y a cette alternance aussi, c'est intéressant parce qu'elle elle écrit toujours un roman, un recueil, un roman, un recueil. Il n'y a pas des enfin, s'il y a eu une période où elle a enchaîné les romans, mais en général, non. Elle a besoin de passer par le texte court, retourner au texte plus long, et ça se nourrit. Et en fait, elle m'a déjà dit qu'elle écrit les deux en même temps, en fait. D'accord. Mais, il y a des textes, et elle est très drôle par rapport à ça, même si beaucoup par exemple, je pense à Roland Barthes et tout ça, beaucoup de personnes l'ont dit avant elle. Elle est très drôle parce que quand elle parle de ses textes, elle dit mais non, ce texte devait s'arrêter là, c'est comme ça. Et comme si, le texte, il n'est même pas encore fini d'écrire, il ne lui appartient plus, c'est terminé. Lui, il devait s'arrêter comme ça. Et c'est assez drôle parce qu'elle elle puise dans tout, elle a un œil très alerte. D'ailleurs, elle observe beaucoup les gens pour pouvoir, enfin, comme tous les écrivains, hein, pour pouvoir écrire. Mais après, le côté sacré, je je pense pas. En fait, je pense qu'elle, son objectif quand elle écrit, c'est de tourner notre regard là où on n'a pas pensé à regarder. Il y a une, enfin moi je dis toujours elle écrit sur le second plan. Mmh. Le premier plan, ça l'intéresse pas. Elle écrit toujours sur le second plan. Et je trouve ça intéressant parce que, ben, comme pour dire, mais arrêtez de regarder ce qui brille et ce qui fait du bruit. Derrière, il y a peut-être plus intéressant, il y a peut-être quelque chose qui mérite plus d'attention. Et c'est après, elle aborde des thématiques qui lui tiennent à cœur. Par exemple, les femmes battues, c'est beaucoup abordé dans ses textes, etc. Il y a des sujets qui reviennent, la couture, par exemple, qu'elle partageait avec sa mère. Ça revient beaucoup, beaucoup. Mais il y a aussi la couture après textuelle, hein, où elle Mmh. fait le patchwork et justement le Historia de un abrigo, qui est c'est d'ailleurs le texte, je pense, le plus difficile à caractériser parce que pour moi, c'est à la fois un roman et un recueil. Parce on peut lire chacun des textes séparément, mais c'est vraiment un patchwork et il y a un lien entre chaque texte, etc. Mais ce texte, je pense qu'il est comme ça parce que ben, c'était après le deuil de sa mère et la couture, c'est aussi quelque chose qui l'a relié beaucoup à sa mère. Et donc, il y a tout ce travail en fait de reconstruction parce que c'est drôle cette histoire d'un manteau, c'est qu'au début, en fait, donc c'est une fille qui a perdu sa mère, qui cherche le manteau de sa mère, et à la fin, elle retrouve le manteau de sa mère qui a été transformé par quelqu'un sur le dos de quelqu'un, alors qu'elle, elle rêvait de se mettre dans le manteau de sa mère pour retrouver un peu de sa mère. Et à la fin du roman, ben, ça dit les choses changent et il faut l'accepter. Enfin, et oui, enfin, c'est tout à fait Soledad Puertolas, en fait.
Et j'ai trouvé très intéressant que justement vous parliez de couture textuelle et de cet effet de transgénéricité, où parfois vous disiez il y a une alternance entre formes brèves et formes plus longues, et qu'elle écrit les deux en parallèle. Mais est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger avec elle, ou est-ce que vous avez des interprétations, vous, sur ce sujet du pourquoi, du choix de telle forme à tel moment, ou qu'est-ce que lui apporte telle ou telle forme dans son écriture ou dans son œuvre? Est-ce qu'on Euh, aurait, par exemple, je ne sais pas, les formes brèves plus pour le côté intime, comme vous le disiez sur le patchwork à l'instant, et le roman pour des plus grands sujets heu, Bah, en fait, pas vraiment, justement. C'est ça qui est étrange, parce qu'il y a même des personnages dans son œuvre qui apparaissent dans des textes brefs et qui réapparaissent dans des romans. Et d'ailleurs, la temporalité n'est pas respectée. C'est-à-dire que on peut avoir un personnage qui est apparu vieux dans un roman il y a 20 ans et aujourd'hui il va apparaître jeune. Et on voit son nom, son prénom. Enfin, on sait que mmh, c'est. Après, ça pourrait être un homonyme, mais c'est quand même particulier de spécifier le nom et le prénom. Après, parce que ça, elle en parle aussi et elle n'est pas la seule à faire réapparaître des personnages d'un texte à un autre. Mais en fait, parfois, elle dit bah, j'avais pas fini de parler de ce personnage, en fait. Il est revenu. Elle dit quand j'ai voulu écrire mon roman, bah, ce personnage s'est imposé à moi et il voulait que je parle sur lui. Et c'est rigolo parce qu'elle a des personnages qui sont proches d'elle, mais il y a aussi des personnages qu'elle aime pas du tout. Et mmh, pour autant, c'est pas parce qu'elle apprécie pas un personnage qu'elle va pas écrire dessus. Donc ça, c'est très perturbant aussi parce qu'on se dirait, ben, pourquoi elle va parler et, et quand elle en parle, c'est encore plus drôle parce qu'elle en parle, on dirait que c'est ses amis, puis elle dit, mais lui, je pouvais pas le supporter. Et pourtant, elle en parle. Par exemple, il y a un personnage dans un de ses textes, mais je crois que c'est dans Historia de un abrigo, qui va dans un hôtel et en fait, il prend une chambre d'hôtel et dans cette chambre, il n'y a pas de fenêtre. Et donc, ça le rend complètement fou qu'il n'ait pas de fenêtre. Et elle dit, mais qu'est-ce qu'il avait à s'énerver comme ça? Et, et c'est, bah oui, parce que pas de fenêtre, pas d'horizon, enfin, il y a de quoi. Je comprends. Et c'est marrant parce qu'après, elle, en tant que voyageuse, je pense qu'elle n'aimerait pas du tout avoir une chambre sans fenêtre. Mais elle dit, ah, ce personnage, où elle parle beaucoup des personnages dans les avions. Enfin, de toute façon, c'est sûr que c'est des choses par rapport à son vécu. Mais, mais ils peuvent réapparaître. Après, les personnages qui réapparaissent, il y a aussi des personnages qui sont des personnages qu'elle a connus, enfin, même si elle dit toujours, sauf dans son dernier roman où elle assume un peu. Ah, d'ailleurs, je m'étais dit au début qu'il fallait que je prenne, mais je l'ai pas. Mais elle dit que c'est basé sur sa vie et que on pourrait retrouver, si on cherchait, les liens. Mais mmh. normalement, elle ne fait pas du tout ça. Et donc, les dames qui s'occupaient d'elle, il y a Félicitas, par exemple, qui est une des dames qui l'élevait quand elle était petite et elle réapparaît beaucoup, beaucoup. Mais un peu comme un personnage refuge, en fait, un personnage dont elle a besoin de temps en temps parce que quand elle était petite, ben, c'était cette personne qui l'a consolée. Ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu à la Si, question. si, tout à fait. Et justement, une curiosité supplémentaire, dans justement la passion première que vous aviez pour les contes autour de l'enfance, etc., est-ce que finalement vous avez retrouvé un peu pas de forcément de Martin Gaite, mais en tout cas de la structure du conte d'enfance, en tout cas chez Puerto Las? Alors, en fait, oui. Il y a plusieurs de ces textes où il y a des allusions au conte. D'ailleurs, j'en parle dans ma thèse. En fait, il y a un texte qui s'appelle A través de las ondas et qui est c'est un de ses premiers textes. Et c'est une réécriture complète aussi du Petit Chaperon Rouge. Mais vraiment, ça n'a rien à voir avec, avec Sarah Allen et tout. Enfin, moi, quand j'ai fait ma maîtrise, je me voyais à New York et je me disais, ah, je vais aller prendre toutes les photos, etc. Bon, là, c'est beaucoup plus allusif et c'est en Californie parce que Soledad Puertolas a vécu en Californie. Donc, elle a transposé tout ça à Santa Barbara.
mais on a tous les marqueurs, on a le loup, on a vraiment. Et après, il y a d'autres, c'est plutôt dans les romans où parfois on a la boîte de Pandore, enfin, on a des choses Mmh. qui apparaissent et qui. De toute façon, c'est rigolo parce que elles se connaissaient très très bien. Enfin, de toute façon, les écrivaines espagnoles en général se connaissent quand même pas mal. Mais il y a beaucoup en commun et beaucoup de différents, en fait. Il y a les deux. Il y a, mais il y a ce côté où je pense que Carmen Martín Gaité a toujours assumé qu'elle était une femme qui écrit. Alors que Soledad Puertola, c'était vraiment quelque chose qu'elle ne voulait pas, quoi. Elle Mmh. dit, c'est un écrivain. Que je sois une femme, ça c'est autre chose. Et je comprends, parce que c'est toujours embêtant, même elle me dit, ah, qu'est-ce que ça m'énerve dans les librairies quand ils mettent le rayon femmes. Et on comprend, mais moi, en tant qu'étudiante, ça m'a déjà bien aidé de rentrer dans la librairie et d'avoir le Bien rayon sûr. femmes. Mais c'est vrai que je la comprends, parce que, en fait, quand on regarde statistiquement, c'est vrai que c'est un peu dommage de se dire, bah, c'est comme en politique et tout le reste, quoi, mais de se dire, bah oui, j'ai étudié 5 hommes, il faut que je rajoute une femme parce que là, Ouais, du politiquement correct, on va dire. voilà. Très bien. Bah, merci beaucoup pour ces explications. Donc, je vais passer à la question suivante. J'imagine que vous parlerez peut-être de votre autrice phare. Mais mis à part votre directrice de thèse, quelqu'un a-t-il joué un rôle essentiel d'un point de vue intellectuel, pédagogique, dans la rédaction de votre thèse? Bah, il y a plusieurs personnes. Bah, parce que, en fait, je pense que travailler sur une personne vivante, ça nous amène aussi à. Enfin, ça nous fait faire des rencontres, forcément. Et donc, bah, quand je suis allée en Suède, j'ai rencontré Maria Soto, qui est une amie maintenant à moi, mais je l'ai rencontrée lors de la charla de Soledad. Enfin, il n'y avait rien de. Et en fait, comme j'étais seule là-bas, enfin, je sais pas, ça s'est produit. Et elle étudiait donc à l'université en Suède. Maintenant, elle est repartie vivre en Colombie, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup épaulé, soutenu et qui m'a beaucoup dit mais ne laisse pas tomber, Eugénie, allez, accroche-toi. Et oui, quelqu'un qui a été très importante pour moi. Et après, il y a aussi Christine Di Benedetto, qui est maître de conférence à l'université de Nice et que j'ai rencontré grâce à Soledad Puertolas. C'est Soledad Puertolas qui m'a dit tiens, voilà l'adresse de Christine, tu devrais la contacter, vous allez bien vous entendre. Et mais Soledad Puertolas a ce côté, et c'est très drôle parce que pas du tout dans son écriture, mais enfin, moi, quand je vais la voir, je vais voir ma maman. En plus, elle a un fils qui est exactement de mon âge, et je pense que ça joue Mhm. aussi. Mais c'est drôle parce que j'arrive là-bas, elle me dit tu t'es bien couverte, ça va, fais attention, repars pas trop tard. Enfin, il y a tout ce côté que je recherchais en fait dans les textes, qui maintenant y est quand même, mais que je ne trouvais pas du tout au départ. Et là récemment, ma collègue, on est deux à mon IUT, elle a lu un texte de Soledad Puertolas et puis elle m'a dit Eugénie, j'ai lu ton auteur. Je lui dis alors, t'as aimé? Elle me fait ah bah pas du tout. Et ça m'a fait rire parce que je lui ai dit oui, mais il fallait pas commencer par ce texte. Et c'était drôle parce qu'elle m'a dit ça d'un air de dire bah, j'ai voulu me rapprocher un peu de toi, mais alors ça n'a rien à voir avec toi. Et c'était amusant, quoi. Et je lui ai dit oui, mais là, tu as pris. Elle me dit bah, j'ai pris celui qu'il y avait à la bibliothèque. Mais et non, bah, je pense qu'en même temps, c'est maintenant quelque chose que j'apprécie, c'est que ben, Soledad Puertolas, elle se cache un peu derrière le texte. Enfin, le texte, ça lui sert un peu de protection. Et, et même, elle fait des cours même pour les gens qui veulent apprendre à écrire, etc. Et elle me dit toujours, mais il ne faut pas raconter sa vie comme ça, quoi. Enfin, c'est pas, on ne fait pas ça. Et, et quand on analyse son écriture, c'est intéressant de l'entendre dire, ah non, mais lui, alors j'ai lu son texte, il déballait tout. Là, non, mais c'était pas du tout intéressant. Et bah, je me dis, oui, c'est difficile en fait d'écrire. Et ça, elle le fait toujours. C'est pour ça que ce dernier enfin c'est le dernier que j'ai lu parce que Quartetto, je ne l'ai pas encore reçu, mais de, de, de dire, ben ça, c'est basé sur ma vie. Alors que
elle dit quand même, il y a des déformations, etc., évidemment. Mais, c'est bien la première fois où elle dit ça, alors que, évidemment, comme tous les écrivains, dans tous ces textes, il y a une part d'elle-même, c'est logique. Mais que ce soit assumé comme ça, je me suis dit, c'est fou, quoi. Qu'est-ce qui lui prend? Ça va plus bien. J'ai pas eu l'occasion de lui en parler. Mais c'est vrai que là-dessus, elle change en apparence, je pense, mais pas vraiment, en fait, foncièrement. Elle est toujours, euh, elle est toujours alerte et elle veut toujours qu'on. Et je pense qu'elle, enfin, je lui demanderai d'ailleurs, mais je pense qu'elle ne veut pas qu'on lise son texte et qu'on se dise, bah ça c'est écrit par une femme. Mhm. Oui, Je pense ça se qu'au comprend moment de bien. prendre la plume, elle y pense. Oui, oui, ça se comprend bien dans ce que vous dites et je trouve votre témoignage très intéressant parce que déjà on apprend que la Suède est un haut lieu de rassemblement pour les hispanistes et j'aime beaucoup ce que vous racontez, ce lien de filiation avec cet auteur qui vous met justement en relation avec d'autres hispanistes et j'ai l'impression une relation que vous conservez avec elle jusqu'à aujourd'hui et c'est très intéressant comparé à d'autres témoignages qu'on peut avoir de personnes qui rencontrent par hasard parfois leur auteur dans un café, en voyage aussi, et qui restent de marbre parce qu'ils n'ont pas justement le temps que vous avez eu peut-être pour mettre la relation en place, et d'autres qui sont complètement déçus par la personne qu'ils admiraient, sur laquelle ils travaillaient, sur laquelle ils dédiaient tout leur temps, on va dire. Après, il y a les deux, parce que nous, avec Soledad Portulas, on a une relation personnelle. Elle a lu ma thèse, hein, parce qu'elle, d'ailleurs, elle a appris le français et même si elle dirait qu'elle ne connaît pas le français, mais franchement, elle comprend très très bien le français. Et elle a lu ma thèse, elle m'en a un peu parlé, mais en général, elle veut pas qu'on mélange, elle veut pas qu'on en parle. Elle me dit toujours, bon, si tu veux, vraiment, mais on sent que ça l'intéresse pas trop. Par contre, elle aime bien lire, voir ce qu'on a dit, et après, elle va nous dire si elle est d'accord ou pas. Mhm. Mais enfin, moi, elle a lu ma thèse et elle m'a dit, bah oui, mais c'est tout à fait ça. Bah, c'est tant Heureusement, mieux. bah, mais c'est vrai que elle est pas, elle est pas forcément intéressée par tout ce qui s'écrit sur elle. Elle, même souvent maintenant, elle dit, oh là là, tous ces gens vont parler de mon œuvre, ça me donne un peu de stress. J'ai pas très envie qu'ils en parlent devant moi. Elle trouve, bah, c'est ce que je disais auparavant sur le texte, c'est qu'après son texte, il a sa vie et elle Oui, veut pas bien sûr. forcément. Et c'est de ça dont j'avais un peu peur au début en la connaissant. C'est que je me disais, bah, après, je deviens la groupie d'eux et ça me prend ma liberté en fait. Mm. Et non, pas du tout, parce qu'on a ces deux, et c'est plutôt elle qui fait attention que moi, on a ces deux mondes en parallèle, en fait. Il y a Eugénie que je connais, puis il y a la chercheuse qui travaille sur moi. Et c'est pas, quand je vais chez elle, je suis pas la chercheuse, quoi. Oui. Mais elle est marrante parce qu'elle aime connaître quand même les gens qui s'intéressent à son œuvre, ça l'intéresse. Et de savoir d'où ils viennent, parce qu'il y a Christine et moi, et il y a aussi des Nord-américaines, d'ailleurs, dont une que je connais aussi, grâce à Soledad. Mais elle dit, ah oui, oui, il faudrait que vous vous retrouviez, vous parleriez de moi, mais moi, je ne viendrai pas. Un colloque sur elle, mais sans elle, quoi. C'est ça. D'ailleurs, elle ne veut pas venir. Elle dit, c'est très bien, profitez bien, les filles, venez me dire bonjour. Mais elle ne veut pas forcément. Enfin, c'est pas du tout l'auteur qui s'impose, quoi. C'est vraiment l'auteur qui. Elle dit non, non. Même là, par exemple, on devait faire un colloque sur elle début octobre, mais finalement, il est reporté en avril. Et je sais déjà que je vais devoir dire qu'elle ne veut pas écouter tout le monde. Elle me dit Eugénie, non, mais j'ai pas très envie d'écouter tout le monde. Comme son mari, elle voyage avec son mari, mais elle refuse qu'ils viennent l'écouter. Donc elle dit non, non, il me connaît trop, j'ai pas envie qu'il vienne écouter ce que je vais dire. Et, il y a toujours cette pudeur qui est amusante, je trouve. En fait, bah, je sais pas à quoi vraiment c'est dû, mais
je trouve, enfin moi qui ai travaillé l'an dernier sur Padura, bah, c'est un peu l'antithèse, quoi. Oui, on imagine. Et justement, vous évoquiez ce- cette appréhension de se dire qu'en connaissant l'auteur sur laquelle vous travaillez, vous pouvez accéder à vos travaux. Et c'est notamment, ça fait partie de la question que je vais vous poser maintenant. Est-ce que vous vous souvenez des plus grandes difficultés que vous avez rencontrées pendant la thèse? Euh, J'en ai eu pas mal, hein, c'est normal. En fait, je pense que la plus grande difficulté, d'accepter d'y mettre fin. Enfin, je veux dire, enfin, pour moi, en tout cas, il y avait tout un côté. Bah, la thèse, c'était mon loisir, quoi. C'était un gros loisir et très chronophage. Et en fait, il y avait vers la fin, j'avais très peur parce que je me disais, mais et après, je vais faire quoi? Et puis après, on me disait, Jenny, tu viens faire ça? Je disais, bah non, je peux pas, j'ai ma thèse, je dois travailler, nanana. Mais bon, d'une certaine façon, ça m'arrangeait bien. Et je me disais, mais la prochaine fois qu'on me dit ça, je vais dire quoi? Parce que là, j'ai fini ma thèse. Et c'est drôle parce que, en fait, pas du tout, la recherche, ça se continue toujours. Mm. Mais je trouve que quand on fait sa thèse, on a cette peur. Et après, on a la peur aussi de dévoiler ce qu'on a écrit, ce qui est normal. Enfin, il y a les gens qui sont très proches de nous, devant qui on accepte de se dévoiler. Et après, on se dit, non, mais c'est un peu comme enfin, se mettre à nu devant tout le monde, quoi, parce que la thèse, c'est quand même, c'est très, très personnel quand même. C'est vraiment. Et oui, enfin, il y avait les deux pour moi. Je voulais arriver au bout parce qu'il y a aussi ce côté, on finit jamais, qu'est-ce que c'est long, j'y arrive pas, dans la page blanche et tout. Et oui, oui, d'ailleurs, ma directrice de thèse me disait, il faut accepter de rester assis pendant 8 heures. Et je pense toujours à elle parce que, parce que à chaque fois que je me dis, allez, il faut s'asseoir, faut s'y mettre, et j'y pense parce que elle m'avait dit ça et mes chaises à la fin elles étaient toutes usées parce que moi je me disais il faut accepter de rester assis et c'est vrai parce que sinon on fuit et on trouve Mm. toujours un prétexte pour fuir. On a toujours quelqu'un de malade à aller voir, quelqu'un. Il y a ce côté, je trouve, qui est dur dans la thèse en fait, c'est cette solitude. Et je pense que moi, je l'ai encore plus vécu parce que comme j'étais enseignante dans le secondaire, j'étais pas trop intégrée à tout ce qui était les activités doctorales, etc. Donc, c'est vrai qu'on est très seul quand on fait la thèse. Et à la fois, quelque part, c'est un refuge. On est bien tout seul, sinon je pense qu'on ne ferait pas une thèse. Mais il y a ce côté aussi de se dire ah oui, mais là, va falloir que j'expose ce que j'ai dit, ce que je pense. Et oui, c'est difficile quand même. C'est c'est une épreuve hein, quand même, je pense, la thèse. Oui, je pense que vous partagez les mêmes craintes et les mêmes difficultés que tous les doctorants. Comme vous le disiez, le sentiment de légitimité, la mise à nu, les chaises aussi Ah oui. qui ont besoin d'être renouvelées au cours du processus. Et justement, donc, vous parliez de mise à nu. Et donc, ma question est devant qui avez dû vous mettre à nu, à savoir qui étaient les professeurs qui composaient votre jury de thèse? Alors, il y avait Michel Ramon, euh, parce que je faisais partie de son séminaire, etc. Elle a beaucoup enfin, elle a beaucoup. Oui, c'est ma deuxième directrice de thèse, entre guillemets. D'ailleurs, c'était très drôle à ma soutenance, puisque ma directrice de thèse parlait, et puis après, Michel rajoutait des choses. Et il y a toujours eu ce- cette espèce de petite concurrence entre les deux, du genre, bon, non, elle est dans mon équipe, non, elle est de la mienne. Donc, il y avait Michel Ramon, qui était très, voilà, un peu deuxième directrice de thèse. Rose Duroux, donc j'avais rencontré à un colloque où je parlais de la Rosa de Plata, et donc, comme elle m'avait bien montré que Soledad Puertolas l'intéressait, j'avais trouvé intéressant. Et il y avait Jocelyne Bourligueux, mais que je ne connaissais pas. Donc, c'était un peu celle qui me faisait le plus peur, entre guillemets, puisque c'était l'inconnu. Mais, oui, donc voilà, ils étaient quatre. Et d'une manière générale, justement, vous parliez de cette peur. Quel souvenez-vous, gardez-vous du jour de la soutenance? Oh, bah,
J'étais quand même heureuse, hein, ça c'est sûr. En plus, il y avait beaucoup, beaucoup de monde qui était venu me voir, donc c'était bien. Mais en même temps, en plus, j'étais malade, j'avais attrapé la grippe juste la semaine précédente. Je me souviens de la médecin qui m'avait dit prenez un masque, si on ne veut pas vous laisser soutenir, mettez-le. Et j'y pense souvent maintenant Oui, avec c'est vrai. le masque qu'on a en permanence. Alors que moi, je l'avais regardé, je m'étais dit mais elle est pas bien, pourquoi elle me propose un masque? Et donc j'étais un peu bon, après avec le stress et tout, il n'y a pas de problème, hein, le corps fait ce qu'il doit faire, il n'y a aucun souci. Mais bon, j'étais pas non plus au mieux de ma forme, ça a été, mais il y a eu au début, j'étais très stressée. Quand ça a été mon tour de parler, ma voix a commencé à chevrotter. Je me suis dit, mon Dieu, si je me mets à pleurer devant tout le monde, ça va être la fin. Et oui, ça a été difficile en fait je sais pas, de me lancer en fait. Après, ça a été très bien, mais au début, c'était plus dans la partie remerciement et tout ça, quand je disais à Michel Ramon que ben, vraiment, j'avais apprécié qu'elle m'intègre dans son séminaire parce qu'elle n'était pas obligée. Et là, je pense que même elle s'est dit, là, je vais aller la prendre dans mes bras parce qu'elle va s'effondrer, la pauvre. Et après finalement, ça a été, hein, j'ai géré, mais j'ai eu peur parce que quand je m'étais entraînée à la maison, j'avais jamais eu la voix chevrotante, évidemment. Et même autour de moi, mes amis me regardaient genre, oh, il faut pas pleurer, j'ai mis bon courage. C'est vrai que c'est un moment compliqué quand même, parce que même si on reçoit les pré-rapports avant, tout ça, ben, on sait quand même où on va et ce qu'on va y faire, mais il y a quand même un caractère solennel qui est stressant. Et c'est ce que vous dites dans votre témoignage, c'est comment mélanger ce caractère solennel, le sérieux, tout le Ouais. prestige de la soutenance avec ce côté plus émotionnel, surtout quand on connaît de près les membres du jury, effectivement. Et donc, vous finissez votre thèse, enfin, on passe à l'étape d'après. Et, euh, et donc, je me posais la question de savoir dans quelle mesure l'enseignante-chercheuse que vous êtes aujourd'hui, avec ce recul sur ce processus de thèse, a-t-elle été modelée par les recherches que vous avez entamées pendant votre thèse? Bah, ça me sert que en master math, clairement, que pour mes cours de littérature. Parce que pour le reste, ben moi, j'ai toujours eu cette double corporéité, puisque je suis enseignante du secondaire et chercheuse. Et jusque-là, il n'y a pas fusion entre les deux. Euh, Même si, évidemment, j'enseignerais pas en master math si j'avais pas ma thèse. Je n'aurais d'ailleurs pas mon poste non plus si j'avais pas ma thèse, parce que j'ai commencé par un poste d'ATER. Donc, il y a quand même un lien entre les deux, mais c'est vrai que dans l'enseignement tous les jours, c'est vraiment qu'en master MEF où là, je peux faire le lien entre les deux. Sinon, je suis plus enseignant du secondaire, en fait, au quotidien. Et justement, est-ce que vous avez, par exemple, eu l'occasion dans le secondaire de faire lire, de travailler des textes de Puerto Las ou pas? Oui, j'avais un peu fait, mais bon, c'est des petits textes, donc c'est difficile, d'autant que dans le secondaire, enfin, moi, j'avais beaucoup, beaucoup de mal à travailler la littérature dans le secondaire parce que, en fait, le texte est un prétexte. Et, Bien sûr. et moi, ça, je n'y arrivais pas du tout. Le texte prétexte pour apprendre une règle de grammaire, ça me rendait folle. Donc, finalement, je préférais à la limite travailler sur les images ou les BD, ça me faisait moins mal que la littérature, parce que parfois, ben, nos étudiants, ils ont bien compris, enfin, nos étudiants, nos élèves ont bien compris la structure grammaticale, mais pas du tout le texte. Et moi, ça me perturbait beaucoup. Et c'est vrai que ça a été long. Alors que bon, c'est vrai qu'en master MEF, on a au moins ce confort-là, quoi. Puis en plus, comme il y a le concours, ben, ils sont sérieux, ils travaillent. Donc c'est vrai que on a en face de nous un auditoire qui a compris qu'il fallait essayer de déduire ce que voulait dire l'auteur, quoi. Alors que c'est vrai que dans Mm. le secondaire, je trouve difficile en fait, à part l'option qui existe en terminale littéraire, enfin qui n'est plus littéraire, mais bon, bref. Là, on peut étudier des textes, mais le reste du temps, en cours, c'est pas possible dans le secondaire. Et juste dans votre costume de chercheuse, est-ce que vous avez continué à étudier Puerto Las? Est-ce que vous êtes ouvert à d'autres autrices, à d'autres thématiques peut-être?
Ben, je fais les deux, oui. Par exemple, quand il y avait Pardo Bazan au programme de la grecque, j'ai travaillé sur Pardo Bazan. Mais je travaille toujours sur Soledad Puertolas. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on m'a déjà reproché, mais qui. Enfin, en même temps, je ne vois pas l'intérêt de choisir une autrice vivante et d'arrêter de travailler ses premières œuvres et de s'arrêter. Enfin, moi, ça me perturberait. Et en fait, comme justement, je n'ai pas encore de poste de maître de conférence, ben, j'ai cette liberté de faire ce que je veux. Donc, c'est vrai que non, quoi. Moi, tant que Soledad Puertolas écrira, j'écrirai sur elle, ça c'est sûr. Parce que ben, je trouve que c'est bien d'aller voir ailleurs. D'ailleurs, ça fait du bien parce que du coup, on peut revenir avec un regard nouveau et ça nous apporte forcément d'aller voir ailleurs. Mais ben voilà, rentrer à la maison aussi, c'est pas mal. Il y a vraiment ce côté-là, en fait. Maintenant, c'est vrai elle a tellement écrit que c'est vrai que je, ben voilà, quand j'ouvre un livre de Soledad Puertola, je suis un peu chez moi quand même. Et justement, si Soledad Puertolas et son œuvre sont votre deuxième maison, on va dire, est-ce que vous êtes retourné dans votre thèse? Est-ce que vous l'avez réouverte? Est-ce que vous l'avez relue? Entièrement, non. Depuis très longtemps. Après, parfois, je vais voir certains passages, mais bon, en fait, on s'en souvient très très bien. C'est quelque chose d'assez marquant, parce que pourtant, ça fait longtemps en ce qui me concerne. Mais c'est vrai qu'il y a même des fois, je me souviens de comment j'avais fait pour arriver à cette réflexion. Par exemple, sur l'écriture cinématographique, moi, j'avais fait tout un parallèle avec Almodovar, et qui existe vraiment. Mais ma directrice de thèse m'avait dit oui, mais là, mais on n'est pas dans une thèse de cinéma, il va falloir se calmer, il va falloir se recentrer sur la littérature. Et j'y pense toujours. Et de temps en temps, je me dis bah oui, mais quand même, il y a ça aussi dans l'œuvre de Puertolas, il y a ça aussi dans l'œuvre d'Almodovar. Enfin, j'étais pas. Et je trouve ça difficile en fait ces cloisons en fait entre Hmm. guillemets, parce que ben Soledad Puertolas, elle écrit, il n'y a pas de cloison pour elle, elle écrit ce qu'elle a envie, et ben, Martin Gaité le faisait aussi ça, de parler de cinéma, etc. Enfin, beaucoup d'auteurs le font puisqu'on est quand même dans une société où l'image est très importante. Et c'est vrai que ça c'est, enfin moi c'est quelque chose qui me gêne parce que ben, il y a des liens de toute façon maintenant clairs entre la littérature et le cinéma, et c'est vrai que c'est ça qui est difficile, je trouve, dans la thèse, de rester sur son sillon et ne pas aller à côté. Et ça, c'est difficile. Alors que finalement, dans la recherche, on a cette liberté que bon, si j'ai envie de parler du lien entre le cinéma, il faut que je trouve l'endroit où en parler. Mais je veux dire, bon, si je cherche un peu, je vais trouver. Il y a quand même suffisamment de lieux pour s'exprimer ou pour y arriver. Mais ouais. J'imagine, et cela semble assez cohérent si vous dites que l'œuvre de Puertolas est kaléidoscopique, que justement les recherches qui soient faites sur son œuvre en soient le reflet, comme vous le disiez. Oui, bah, de toute façon, oui. Mais je pense que c'est plus facile quand on a tout étudié, quoi, parce que on retrouve en fait, et c'est une œuvre comme ça de toute façon, où on, on retrouve des choses qu'on a quittées, et c'est marrant parce que j'ai pas du tout cette sensation avec les œuvres de Soledad Puertolas, mais peut-être parce qu'elle est vivante et que je sais qu'elle écrit, etc., et que j'ai cette relation avec elle. Alors que je me souviens que quand je lisais Carmen Martin Gaité, j'arrivais vers la fin du livre et je me disais, oh mince, il reste que 10 pages, mais quelle horreur, je voulais rester, quoi. Hmm. Et avec Soledad Puertolas, ça ne me fait jamais ça. Parce que, en fait, bah, je sais qu'elle est en train d'écrire et que je vais la lire la suite à un moment. C'est un côté rassurant, c'est vrai. Et je trouve ça, ouais, je trouve que, alors que j'avais beaucoup d'hésitation pour le choix du domaine, etc., et je trouve que ça correspond vraiment à ma personnalité de travailler sur un auteur vivant. Je trouve Et ça un truc. justement, pour Pardon. rassurer, pour rassurer les doctorants qui pourraient vous écouter, quels conseils donneriez-vous à de jeunes doctorants? Euh, alors, c'est ça. Euh, ben, je pense que, enfin, il y avait une fois, enfin, moi, j'organise des conférences internationales et donc il y a des gens qui viennent faire des cours
en version originale à mes étudiants. Et donc, il y en a un, une fois, qui m'a beaucoup marqué parce qu'il disait est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient? Et moi, je pense qu'on est NAIT chercheur, mais vraiment. Je pense qu'en fait, on le sait au fond de nous-mêmes. Moi, je pense que quand j'étais toute petite en maternelle, j'étais déjà chercheuse. Hmm. Et évidemment, on le reconnaît qu'une fois qu'on a soutenu sa thèse, parce que on se dit, bon, quand même, j'ai fait ça, puis tout le monde ne le fait pas, quoi. Enfin, tout le monde n'arrive pas au bout. Et c'est vrai que c'est de l'endurance. Moi, je dis toujours à mes étudiants, les études, c'est quand même beaucoup d'endurance. Soyez courageux, ça fait déjà une bonne partie du travail. Et je pense que oui, en fait, si on se sait chercheur et on se sent chercheur, et je pense que franchement, on le sait et on le sent, et il faut juste accepter de le démontrer, quoi, le prouver. Parce que, oui, la thèse, c'est quelque chose qui fait très peur. Moi, d'ailleurs, c'était très drôle parce qu'en DEA, j'avais aucune difficulté à écrire. Ça ne me posait pas de problème. Et le jour où ça s'est appelé thèse, ça m'a stressée. Je ne savais plus écrire. Et je disais à ma directrice de thèse, mais moi, j'ai peur de la page blanche. Et elle me disait, mais n'importe quoi, ça a toujours été très bien. Nana. Je disais, non, non, mais là, qu'est-ce que je dois écrire? Je dois écrire un livre parce que moi, je ne sais pas écrire un livre. Et il y a ce côté, oui, il y a beaucoup de pages, nanana. Enfin, moi, ma thèse, elle fait 524 pages. C'est un peu, et encore, on est dans les thèses light, comme disait un de mes enseignants il y a très longtemps. Mais, mais c'est vrai qu'il y a ce côté, faut mener un travail de longue haleine et s'y tenir et arriver au bout. Et là, j'ai une amie justement qui est en train de terminer sa thèse et je lui dis toujours, mais parce que c'est dur la fin de la thèse. Moi, je pense d'ailleurs que la fin, c'est le plus dur. C'est en fait, à un moment, on se dit, ça y est, c'est bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Mais après, derrière, il y a tout un travail de remise en forme, de déplacer des virgules, changer des phrases, etc. Et ça, c'est long parce que c'est pas pour ça qu'on fait de la Hmm. recherche, quoi. Nous, on avait des choses à dire, on veut les dire, mais après, bouger les virgules et tout, franchement, enfin, moi, en tout cas, ça me passionnait pas du tout. Et, et ma copine, elle en est là, et c'est vrai que c'est dur parce qu'elle se dit, j'ai tout donné, et maintenant, je dois encore remettre le nez dedans. Et j'en ai marre, en fait. Moi, je veux le mettre de côté, et je lui dis, oui, mais là, tu dois le donner au jury, donc c'est maintenant qu'il faut faire attention. Mais moi, bien sûr, je suis tranquille, j'ai soutenu ma thèse. Mais, mais c'est vrai que c'est très difficile, en fait, de se dire. Et en même temps, maintenant, si on me disait, Eugénie, est-ce que tu reprendrais un an pour remettre en forme ta thèse? Moi, je signe tout de suite parce qu'il y a plein d'endroits où je me dis, oh là là, mais là, c'est nul, mais j'aurais pas dû dire ça comme ça, j'aurais dû faire. On voudrait bien voyager dans le temps et se dire, non, non, je vais aller rectifier quelques trucs parce que, il y a cette volonté d'arriver au bout, de se dire, c'est bon, j'ai tout donné, j'ai terminé. Et en même temps, après, il y a ce côté, ça, c'est quelque chose qui reste, donc il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Et je trouve on est tiraillé à la fin entre ces deux pôles, surtout suivant le directeur de thèse. Après, ça dépend, mais je pense qu'il y a toujours ce côté-là de se dire ça va rester. Et donc, non, non, il faut soigner la forme. C'est pas parce qu'à la page 30, on en a marre de lire qu'il faut. Et, et c'est vrai que ça, c'est compliqué de se dire j'ai fait ce qu'il fallait faire, donc il reste plus long. Moi, je vois ma copine, c'est insupportable pour elle. Et je lui dis, mais remets-toi dedans, allez, c'est bon, tu vois pas tout ce que tu as fait, maintenant, c'est rien ce qu'on te demande. Mais pour elle, c'est une torture. Et je me souviens que pour moi, c'était une torture aussi. Je me souviens très bien que moi, je le vivais très très mal. Je me disais, oh là là, c'est bon, aujourd'hui, je vais relire. Je n'en pouvais plus, en fait, au bout d'un moment. Et pourtant, c'est là qu'il faut tenir bon, en fait. C'est là qu'il faut. Mais c'est. Non, c'est vraiment. Moi, je trouve que si, la thèse, c'est une épreuve. En fait, c'est une épreuve face à soi-même. C'est ça qui est le plus dur. Parce que c'est même pas le regard de l'autre qui nous embête. C'est notre regard vis-à-vis de nous-mêmes. Et de se dire, oui, non, je peux pas. Parce que moi, je dis toujours à ma copine, mais tu peux pas laisser comme ça. Là, ça, c'est pas possible. Bon, elle en plus, elle est hispanophone, donc c'est encore différent.
Mais je lui dis non, non, parce que là, bah, ça décrédibilise tout. Là, ça, c'est pas français. Tu peux pas laisser comme ça. Elle me dit oui, mais c'est long. Elle dit oui, je sais que c'est long. Et c'est vrai qu'on a, de toute façon, je pense que personne n'a le sentiment que sa thèse est courte, quoi. Enfin, surtout une thèse en sciences humaines, c'est long. C'est Ouais, un... comme vous le dites, c'est toujours rassurant aussi de s'entourer de docteurs Oui, qui ont déjà passé cette étape, ce processus et de s'entourer de leurs conseils, on va dire. Et justement, vous parliez de la page blanche, de ce syndrome qui fait peur à tant de doctorants. Et est-ce que vous l'avez eu dès le début? Parce que ma prochaine question, porte sur la première phrase de votre thèse. Est-ce que vous l'avez eu dès le début? Est-ce que vous avez du mal à écrire? Et auquel cas, est-ce que vous pouvez lire la première phrase de votre thèse? oui, mais bon, la première phrase de notre thèse, enfin de la mienne en tout cas, c'est pas la première phrase que j'ai écrite, hein, on est d'accord. Elle a été plutôt vers la fin d'ailleurs, la première phrase. Ouais, parce que je pense qu'il y a tout ce processus, on écrit plutôt d'abord le corps et après on retourne. Mais je vais vous la lire, attendez. Alors, le titre, le je ne sais quoi et le presque rien, peut surprendre, mais il est choisi pour mettre en évidence les aspects les plus subtils et insoupçonnés d'une œuvre qui semble pourtant, à première lecture, plus explicite que ce titre ne le laisse entendre. Donc, est-ce que vous pouvez un peu la commenter par rapport à ce qu'elle représentait pour vous à l'époque et ce que vous en dites aujourd'hui? Ben, c'est vrai que moi, on m'a toujours euh, c'est pas moi qui ai eu l'idée du titre de ma thèse, c'est moi directrice de thèse, mais par rapport à ce que moi je lui disais, donc sur le caractère kaléidoscopique, etc., les constantes. Et c'est vrai que en fait, c'est un titre que j'aime beaucoup. Bon, déjà, Jean Kelevitch, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je pense que Soledad Puertolas l'aime beaucoup aussi, même si on n'en a jamais parlé. Mais j'aime beaucoup ce côté, en fait, la difficulté à caractériser le je ne sais quoi et le presque rien. Et, et finalement, pour montrer que ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. Il y a toujours les mêmes ingrédients pour faire une recette différente, pour faire un texte différent. Il va toujours naître des mêmes ingrédients. Et même ces textes que je disais, il y a eu des évolutions, etc. Mais pourtant, maintenant, si on lit le dernier texte et le premier texte, moi qui suis habitué, je vois tous les liens sous-jacents, même si quelqu'un d'autre ne va pas les voir parce qu'il ne connaît pas l'œuvre et que moi, je conseille plutôt aux gens de commencer à lire Soledad Puertolas par la fin. Mais, mais tout y était quand même. D'ailleurs, elle le dit. C'est un commentaire qu'elle fait pour qu'on la laisse tranquille avec la recherche. Elle dit Todo estaba ya en el bandido doblemente armado. Puis comme ça, on est tranquille. Mais c'est vrai, je pense, et ça me semble normal en fait. Un auteur écrit, il réécrit, mais il écrit toujours à partir de la même chose, de la personne qu'il est. Donc, ben moi, cette phrase, parce que dans toute mon introduction, je parle évidemment du lien que je fais, que j'établis entre Jean Kelevitch et Soledad Puertolas et ben, en quoi ces expressions permettent d'éclairer l'œuvre de Soledad Puertolas. Et ben, à l'époque, je pense que quand même c'était plus facile d'en parler parce que j'étais plus dedans et puis j'avais l'habitude d'en parler. Mais je pense toujours que, enfin moi j'aime toujours le titre malgré tout, ça n'a pas changé. Et d'ailleurs, j'ai un livre sur lequel je dois travailler depuis au moins 3 ans qui s'appelle Le je ne sais quoi et le presque rien, mais qui est un livre qui n'est pas de Jean Kelevitch, de chercheurs, et je me dis toujours, il faut que je lise, mais ça, il faut prendre le temps, ça c'est très difficile, même après la thèse. Parce que moi, je pensais qu'après après la thèse, je ferais ça après la thèse. Et c'est faux parce qu'en fait, bah, déjà, moi, mon auteur continue à écrire, donc moi, je continue à lire. Et ensuite, il y a, bah, on veut continuer à rencontrer des chercheurs. Et du coup, bah, on va à des colloques, on parle de sujets qui nous semblent intéressants, mais parfois, il y a des sujets qui ne nous auraient pas intéressés de prime abord, et on voit le sujet du colloque, et puis on se dit, ah bah si, quand même, c'est pas mal. Et donc, en fait, enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai, c'est qu'on est,
ben, on essaye d'aller sur une trajectoire. Moi, j'ai plein de trajectoires en perspective. Et puis, et puis, en fait, on en choisit une qui n'a rien à voir. Et c'est toujours comme ça. Et du coup, on est toujours. Mais moi, ça me rassure, en fait, hein, parce qu'il y a des gens que ça pourrait angoisser. Moi, ça me rassure plutôt. Je me dis, bah, en fait, tu n'auras jamais fini. Et, et je trouve ça rassurant. Mm. Parce que bah, sinon, ça voudrait dire que je travaille sur un sujet ben, qui potentiellement pourrait se terminer un jour. Et ça, à vrai dire, ça m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse, c'est de toujours pouvoir explorer. Même, voilà, même passer par d'autres auteurs, par hommes ou femmes, hein, parce que là-dessus, j'essaye des fois d'aller quand même m'intéresser aux hommes. Mais, mais, euh, mais c'est vrai que ça nous éclaire de toute façon. Mais la recherche, elle est. Moi, j'ai l'impression qu'on pense aller vers quelque chose et de toute façon, on arrivera ailleurs. Et, et ce n'est pas grave. C'est un peu le sentiment que j'ai. Parce que franchement, ce livre, plein de fois, je l'ai pris. Et je me suis dit, mais je ne peux pas, je dois rendre tel article, c'est pas possible, il faut que. Et on est toujours rattrapé par le quotidien ou par les choses qui sont plus immédiates. Et, voilà. Et dans vos mots, on comprend bien ce que vous disiez tout à l'heure, qu'on est euh, chercheur et que vous sentiez que vous l'étiez dès le plus jeune âge et on le comprend très bien dans vos mots à l'instant. Et ce que je trouvais aussi intéressant dans cette première phrase, c'est qu'on a l'impression que vous mettez un panneau d'avertissement au début de votre thèse à l'attention du jury et de vos futurs lecteurs, j'imagine, tant sur le travail que vous proposez à la lecture, mais aussi sur la double lecture, ce que vous disiez tout à l'heure, la littérature au second degré de Puerto Las. Et je trouve comment dire, c'est ce parallèle très intéressant de montrer que votre travail aussi doit être, a été lu depuis cette double lecture de l'œuvre de Puerto Las. Ouais. Oui, je trouve, ouais, vous avez une analyse tout à fait correcte. Bien, Eugénie, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. C'était Ah, très merci. intéressant.